Mesdames et messieurs, chers membres du réseau Alumnil, bienvenue et bonsoir. C'est avec plaisir que je vous accueille à ce nouvel événement où nous allons vous amener avec notre invité ce soir dans le monde de la science-fiction. Science-fiction qui, contrairement à ce que l'on pourrait croire, n'est pas si éloignée de notre réalité. Nous nous trouvons ici dans la maison d'ailleurs, à Yverdon, et nous allons tout de suite faire une rencontre avec notre intervenant Marc Atala. J'ai MER en section de français, fac des lettres à l'Université de Lausanne. Je travaille sur la littérature contemporaine telle que la science-fiction. Je dirige aussi la Maison d'ailleurs, qui est un musée à Yverdon-les-Bains, et le Numérique Games Festival, qui est une manifestation dédiée à la culture numérique. La science-fiction, en un mot, une chance de se réinventer. Bon, ça fait 3 mots. En un mot, critique. Je dis non, parce que je suis un grand fan de la fiction. Alors, musée, c'est mon travail. J'y travaille toute la semaine, donc si je peux éviter de passer encore mes week-ends dans les musées, ça m'arrange. Blade Runner, parce que je trouve que le film est esthétiquement beaucoup plus juste par rapport à notre société et notre quotidien. J'aime bien la complexité dramatique du film qui me manque quand même un petit peu dans Star Wars. Ah, livre. Je lis depuis aussi loin que je me rappelle et je continue à beaucoup lire. Alors c'est pas que je suis une pive avec les jeux vidéo, hein, même si j'ai quitté le domaine pendant 20 ans, mais la diversité émotionnelle que j'éprouve dans la littérature, en tout cas dans ma sensibilité à moi, fait que toujours définitivement la littérature. J'en ai 1000. Actuellement, j'en ai 3, parce que je lis toujours 3 livres en même temps. Un roman de Philippe Cadic, qui s'appelle Les Forges de Vulcain, un livre qui s'appelle Faire de la philo avec Star Wars, ce qui me fait relativement marrer. Je relis des classiques, en l'occurrence du Walter Benjamin. Si je devais incarner un personnage, c'est compliqué, parce que la science-fiction, j'ai lu 2-3 trucs quand même. J'aime bien Case, qui est le personnage principal du néoromancien, parce que je me retrouve assez bien dans cette idée de chercher à se fuir soi-même, mais par un manque de bol, d'être obligé de rester en soi-même. Alors moi, j'aime bien cette espèce de dualité, parce que je me vois assez là-dedans entre une tendance que j'ai à toujours me dissiper et partir partout, voire même parfois à vouloir me fuir, et puis d'être systématiquement ramené dans le hic et nunc, comme ça, le ici et maintenant, ce qui a tendance à m'agacer, mais ce qui m'oblige à être proche de moi. Phoenix Immortal Rising, ou Immortal Phoenix Rising, je ne me rappelle plus. J'aime bien, c'est un personnage cartoon un peu décalé. Il y a un côté un peu ironique et sarcastique dans le jeu. Puis moi, je crois que si j'étais un personnage de jeu vidéo, j'aimerais bien être un personnage un peu ironique et sarcastique. Je suis plutôt Batman, évidemment. Superman est assez pénible. C'est un super-héros solaire qui fait le bien tout le temps. Batman, c'est un humain qui essaye de fuir ses traumas et qui trouve peut-être pas la meilleure façon de le faire, mais qui le fait. Donc on peut que être proche de Batman. C'est-à-dire qu'il incarne la noirceur et en même temps la beauté humaine, alors que Superman, c'est un dieu. Hein, c'est un dieu. L'un va pas sans l'autre. On ne peut pas avoir le Batman sans le Joker. C'est d'ailleurs tout le propos de cette bande dessinée qui s'appelle The Killing Joke, qui montre que les deux super-héros, enfin le Batman et le Joker, sont les mêmes. Les deux ont passé une sale journée, se dédient corps et âme à leur mission, faire régner l'ordre et à éliminer le crime pour Batman, semer le désordre et valoriser le crime pour le Joker. Et donc quand l'un n'a pas l'autre, il est perdu. Il y a plein de BD où Batman n'a pas le Joker et il se dit mais ça sert à rien. Puis il y a plein d'autres où le Joker n'a pas de Batman puis il redevient un type normal. Donc on ne peut pas décider entre les deux, c'est un couple indissociable. Eh bien parce que c'est bien. Non, pourquoi est-ce qu'il faut venir à la maison d'ailleurs Parce que je crois qu'aujourd'hui on a besoin de sortir de nous-mêmes pour nous penser autrement. Le rôle des musées, c'est de mettre en perspective, c'est de créer de la distance avec soi. Venir à la maison d'ailleurs, pour moi, c'est sortir de soi, se regarder autrement et avoir la possibilité ou la liberté de poursuivre le questionnement ou au contraire de passer à autre chose. Ça fait partie de la culture populaire et c'est pour ça que les parents, les enseignants et les chercheurs universitaires doivent, en partie, pas tous évidemment, s'intéresser à ça parce que c'est les fictions de notre temps. C'est celles qu'on lit, qu'on consomme, avec lesquelles on se divertit. Par contre, c'est aussi celles qui nous permettent peut-être de nous penser autrement, de nous regarder autrement, de réfléchir peut-être différemment à notre existence et au monde qui nous entoure. Et je crois que parents et enseignants ont comme mission en fait d'accepter cet état de fait, d'arrêter de penser que la science-fiction ou la BD ou le jeu vidéo c'est forcément quelque chose qui va vous aliéner et de se rendre compte qu'on doit développer les outils, on doit apprendre les outils pour être capable de pouvoir donner du sens à ça et interagir peut-être autrement que comme du pur divertissement. Parce que pour moi, la plupart de ces films, séries, jeux vidéo sont pas seulement du divertissement. Ils nous permettent de nous divertir, mais pas que. Ils viennent aussi nous représenter dans la fiction, nous offrir des chances de réfléchir autrement à notre vie actuelle. Alors mes recherches, elles portent
principalement sur la culture populaire. Alors, bon, évidemment, je travaille passablement sur la science-fiction, qui était mon sujet de thèse en littérature, mais plus généralement, depuis quelques années, j'étends un peu le sujet. Et ce qui m'intéresse, c'est justement ce qu'on appelle la culture populaire, c'est-à-dire en gros l'ensemble des productions ou des objets qui ont été diffusés largement tout au long du XXe et XXIe siècle. En fait, ce qui est assez intéressant dans cette recherche, c'est qu'elle s'intéresse à des objets qui sont souvent peu légitimes ou qui ont été perçus comme peu légitimes, peu étudiés. Il n'y a pas non plus des quantités astronomiques de littérature secondaire sur voilà, le jeu vidéo, ou sur la science-fiction, ou sur la bande dessinée américaine. Et moi, je suis assez intéressé, j'ai un peu ce profil de chercheur qui est intéressé par les objets qui sont peu fréquentés, peu connus. C'est pas que j'aime pas me plonger dans la littérature secondaire incroyablement touffue d'auteurs comme Balzac ou Flaubert, mais j'ai un peu une sorte de fascination comme ça et d'intérêt assez poussé pour justement tel roman, au pluriel évidemment, de science-fiction ou tel courant de la bande dessinée. L'idée générale en fait en littérature, c'est de travailler sur, on pourrait résumer cette question par que nous disent ces récits de science-fiction par exemple, que nous disent ces récits de notre condition humaine et du monde dans lequel on vit. C'est ça qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire que je ne vais pas m'intéresser essentiellement au style d'écriture, je ne vais pas forcément m'intéresser seulement aux liens un peu formels qui sont créés entre les textes, mais ce qui va vraiment m'intéresser, c'est la manière dont un auteur va s'inscrire dans son époque historique, comment il va la transformer, la perturber, la déformer, pour ensuite, dans un deuxième temps, donner lieu à un récit qui va être disons, proposé à un lecteur et comment tout ça va fonctionner ensemble. C'est un petit peu ça. Et c'est pour ça que je travaille quand même pas mal sur la science-fiction de nouveau, parce que c'est un sujet que je connais relativement bien, et puis qui résonne assez étroitement avec notre temps. On est des êtres humains qui sommes disons, conditionnés, transformés par la technologie et par les sciences. Et ce qui va m'intéresser donc, c'est comment des créateurs, des artistes vont s'intéresser à cette transformation de l'espèce humaine à l'aune justement de la science, de la technologie ou autre. C'est ça qui va vraiment m'intéresser. Alors, si je prends quelques exemples, au début du XXe siècle par exemple, on a les théories astronomiques qui apparaissent à la fin du XIXe, ou plutôt qui se diffusent de nouveau à la fin du XIXe siècle, avec l'astronomie populaire de Camille Flammarion ou autres. Et puis on va avoir des auteurs, des romanciers, qui vont s'inspirer de ces nouvelles théories, non pas tant pour y réfléchir, non pas tant pour dire vers quoi on va tendre, mais davantage pour voir leur impact, quelque part symbolique, sur l'espèce humaine. L'exemple le plus connu, c'est un auteur américain qui s'appelle Lovecraft, Howard Phillips Lovecraft, qui a écrit des récits assez étranges qu'on appelle de l'horreur cosmique, dans lesquels vous avez systématiquement un individu qui va en fait collecter des indices qu'il découvre autour de lui, dont il ne sait pas trop quoi faire. Et plus il va avancer dans sa quête, on va dire, rationnelle, et plus il va être confronté à des phénomènes irrationnels, ou ce qu'il appelle, lui, irrationnels, qui sont des créatures étranges, qu'on appelle les grands anciens, mais qui sont en fait dans le registre de la fiction, qui sont en fait des extraterrestres sur Terre. Et être un extraterrestre sur Terre, c'est compatible avec les nouvelles théories scientifiques astronomiques. C'est-à-dire que ce n'est pas une entité irrationnelle ou magique, c'est une entité qui fait partie de l'immensité ou qui évoque l'immensité du cosmos. Le problème, c'est que lorsque l'être humain se retrouve face à ces entités, il devient fou. Et cette folie n'est pas à comprendre comme justement une folie un peu magique, mais davantage comme l'incapacité qu'a l'esprit humain de comprendre l'immensité cosmique, d'une part, et d'autre part, ce que signifient ces entités cosmiques gigantesques, c'est-à-dire l'inutilité de la vie humaine ou l'absurdité de la vie humaine. Autrement dit, si le personnage devient fou, et c'est ce que le lecteur reçoit, c'est parce qu'il se rend compte que d'une part, l'immensité cosmique est inintelligible, et donc ces entités
extraterrestres ne sont pas intelligibles, et d'autre part, que sa vie à lui en tant qu'être humain, elle est absurde parce qu'il ne participe pas vraiment à la marche du cosmos. Et c'est ça que le lecteur va recevoir. Donc moi, ce qui va m'intéresser dans mes recherches, c'est comment l'auteur va se débrouiller pour être en mesure d'évoquer ces sentiments-là, l'absurdité d'une part, l'inintelligibilité d'autre part, comment le lecteur va recevoir ça, et puis ce que ça va provoquer sur le lecteur. Par exemple, ici, dans le cas de Lovecraft, la capacité à comprendre que les nouvelles théories scientifiques de la fin 19e, début du 20e siècle, on n'y pense pas. On les absorbe, on les accepte, on l'a fait nous aussi à l'école, mais on ne se demande pas leurs impacts, on va dire anthropologiques, donc sur notre condition humaine. Et c'est ce processus, comment la science ou la technologie nous impacte, même si habituellement on n'y pense pas, c'est le cœur même de la plupart de mes recherches, du moins lorsqu'elles gravitent autour de la thématique de la science-fiction. C'est pour ça que, par exemple, j'ai pu faire des cours sur la robotique, sur le robot. Alors, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le robot de l'ingénieur. Les PFL me semblent beaucoup plus adéquats pour réfléchir à ça. Mais ce qui va m'intéresser, c'est ce que signifie le robot. Et c'est d'ailleurs assez intéressant, parce que le terme robot, c'est un terme qui est créé dans les années 1920, pour une pièce de théâtre qui s'appelle RUR, qui va inspirer d'ailleurs un peu plus tard le film Metropolis de Fritz Lang. Et le robot, au tout départ, n'est pas un être de métal ou une machine d'ingénieur, mais c'est un être humain produit en usine à qui on a enlevé, ou plutôt à qui on n'a pas ajouté l'âme. Si vous voulez, c'est un humain produit par une sorte d'amalgame de pièces détachées qui sont notre corps, mais on n'a pas d'âme qui lui est insufflée à la fin. C'est une sorte de machine humaine. Et cette machine humaine, dans la pièce RUR de Čapek, elle va être dispatchée dans le monde entier pour aider les humains. Bref. De nouveau, ce qui va m'intéresser ici, c'est la création d'une figure, ce qu'on pourrait appeler d'une métaphore, c'est-à-dire d'une figure qui ne représente pas le robot de l'ingénieur, en 1920 il n'y en a pas, mais davantage l'utilisation de ressources, on pourrait dire poétiques ou langagières, qui vont évoquer sur un mode imagé justement ce qu'est devenu l'humain. Autrement dit, le robot des premiers temps, le robot de 1920, c'est l'image idéale de ce qu'on appelle, déjà bien avant, le prolétaire. Qu'est-ce que c'est qu'un prolétaire? C'est une machine humaine, c'est quelqu'un qui travaille inlassablement pour construire le monde capitaliste. Et il n'a pas d'âme parce qu'on ne lui demande pas d'avoir d'esprit critique ou de conscience. C'est pour ça que dans la pièce RUR, du moment où on leur rajoute de l'âme, ce qui apparaît dans, voilà, à peu près au milieu de la pièce de théâtre, alors ils prennent conscience de leurs conditions, d'être aliénés et instrumentalisés par les capitalistes, et ils se révoltent contre ces capitalistes. On retrouve la lutte marxiste ici, prolétaires de tous les pays, réveillez-vous, prenez conscience, activez votre âme quelque part pour renverser le système capitaliste et instaurer l'État communiste. Ici, on va avoir des robots qui doivent prendre conscience de leur nombre, se réveiller, se révolter, pour instaurer, c'est comme ça que la pièce de théâtre se finit, un nouveau monde. Donc vous voyez, dans mes recherches, il y a cette idée que le robot de la science-fiction, dès le départ, est une métaphore, est une image qui vient pointer de manière un peu décalée ce qu'est la condition humaine à l'ère ici capitaliste et industrielle. C'est pour ça que, d'une part, donc, dans mes recherches, on va pouvoir travailler là-dessus, mais d'autre part, on va pouvoir voir comment cette figure, elle évolue tout au long du XXe siècle. Comment le robot va évoluer. On va avoir du robot prolétaire, on va avoir du robot purement machine, c'est ce qu'on va avoir chez Asimov par exemple. Chez Asimov, les robots sont des pures machines logiques. On va en gros anesthésier la métaphore, mais cette métaphore va être remotivée. On peut penser aux robots de Philip K. Dick dans Blade Runner. Si les robots dans Blade Runner sont des entités qui n'ont pas d'empathie, à la lecture de ce que je viens de dire sur Čapek et les RER, les robots des 1920, on comprend que K. Dick n'est pas en train de dire le robot de l'ingénieur dans le futur n'aura pas d'empathie. Il est en train de nous dire la guerre qui est en train de s'opérer dans les années 60, surtout pour un auteur qui participe de la contre-culture et autres, c'est une guerre entre deux humanités. Une humanité sensible, empathique, qui est capable d'être touchée par la condition de ses semblables, et une humanité productiviste, non empathique. Et cette guerre qu'il y a dans Blade Runner, c'est une guerre entre deux humanités. Ce n'est pas du tout une guerre entre l'humain et la machine. Et on voit qu'il va reprendre cette idée que le robot est une image, une métaphore, qui permet de dire la condition humaine, de la décrire autrement, par le biais de l'image.
Et ce faisant, il va, à travers son récit, venir toucher le lecteur et l'interroger sur « Et toi, lecteur, es-tu empathique, humain, ou t'es-tu fait avoir par le système dans lequel nous nous trouvons? As-tu perdu ton empathie? Mais alors, ce faisant, si tu as perdu ton empathie, si tu n'es plus capable d'être sensible à la condition ou à la souffrance d'autrui, alors tu n'es guère différent qu'une machine. » C'est ça, hein? Donc on va pouvoir à la fois travailler sur un auteur, un ouvrage, une période historique, mais aussi voir comment ces figures, ces métaphores vont avancer dans le temps, vont être transformées, modifiées, et ce qu'on appelle en fait dans le langage un peu technique, remotivées, hein, comme si elles trouvaient une nouvelle signification. Jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, hein, si on prend le robot, on peut vraiment s'amuser à faire ça, puisque vous avez des films comme Ex Machina qui est sorti en 2013, où soudainement on va reprendre la figure du robot, plus pour parler des prolétaires, ça c'est vraiment le début du XXe siècle, plus pour parler de l'empathie, ça c'est déjà les années 60-70 avec tous ces questionnements sur l'État américain et qui vont être contestés par la contre-culture, mais davantage sur une des problématiques beaucoup plus, pas fortement sympathique, disons, des années 2000 et plus, c'est-à-dire de l'instrumentalisation d'autrui. En l'occurrence, dans Ex Machina, de l'instrumentalisation sexuelle d'une femme. Hein, le film raconte, en fait, un robot qui est une jeune femme, qui est incarné par une jeune femme, qui se retrouve dans un laboratoire isolé au milieu de nulle part, et puis qui va devoir, en fait, résister aux assauts romantiques ou sexuels de deux hommes qui vivent avec elle dans ce laboratoire. Hein. Un de ces hommes, qui est le patron du laboratoire, n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir s'accoupler, entre guillemets, avec ce robot, et il ne lui demande pas vraiment son avis par ailleurs. Et puis le deuxième est un jeune ingénieur d'une sorte de start-up nouvelle technologie de la Silicon Valley, qui, lui, tombe amoureux de ce robot, particulièrement joli par ailleurs, hein, mais tombe amoureux de ce robot et veut la sauver. Mais il ne lui demande pas non plus son avis. Donc vous avez vraiment l'amour romantique, je suis amoureux de toi, je vais te sauver, et puis l'amour un peu, alors qu'il n'y a pas de l'amour, mais l'instrumentalisation sexuelle pure et dure, qui est je veux m'accoupler avec toi. Et ce robot va devoir en fait trouver des stratégies pour sortir du laboratoire. Quand on voit le film, on pourrait avoir l'impression que le film thématise la question de l'intelligence artificielle ou du robot versus l'humanité. Mais si on prend cette grille de lecture que j'ai évoquée tout à l'heure par rapport au robot chez Čapek ou chez Philippe Cadic, on se rend compte soudainement que ce robot devient une métaphore. Ça devient une métaphore de l'instrumentalisation sexuelle. Pourquoi ? Pourquoi une métaphore ? Parce que c'est une image dans une fiction. Et cette image, elle nous dit, lorsque tu considères autrui comme un objet à ta disposition, qui doit satisfaire son programme, alors c'est un robot. Et donc le film nous renvoie à une image qui est de dire, et toi dans ta vie de tous les jours, considères-tu, homme ou femme, alors en l'occurrence dans le film c'est plutôt par rapport aux femmes, considères-tu les hommes et les femmes comme des objets qui doivent accomplir leur programme, quels qu'ils soient, hein, affectifs, enfin amoureux, affectifs, professionnels, sexuels, ou est-ce que tu les considères dans leur altérité, irréductible quelque part ? Et évidemment, on vient questionner le spectateur, puisqu'on sait pertinemment que l'être humain aujourd'hui, assez souvent malheureusement, a tendance à instrumentaliser les gens. Hein. C'est pas, voilà, il attend des gens quelque chose, et dès que les gens ne remplissent plus cette fonction-là, bon, on les met de côté pour les remplacer. On remplace un robot par un autre, plus perfectionné. Vous voyez, soudainement, on ne nous parle plus de robots, on nous parle d'humains. Et toutes mes recherches, elles portent là-dessus. Elles portent de voir comment, en gros, la condition humaine, qui est très malléable, qui évolue au cours du temps, qui n'est pas la même en fonction des périodes historiques, elle va être, en gros, discutée par le biais de ces images décalées produites par la science-fiction qu'on appelle des métaphores. Comment, en fait, la science-fiction, tout au long du XXe et XXIe siècle, a passé son temps à inventer des images grâce auxquelles il est possible de réfléchir autrement à ce que ça veut dire être humain dans un monde industriel, post-industriel et technologique. Qu'est-ce que ça va changer ? Et c'est pour ça que je vais travailler dans la science-fiction, autant sur la robotique, mais je peux aussi travailler sur la durabilité. On a beaucoup de récits depuis les années 50 sur des fins du monde, on appelle ça le post-apocalyptique. Comment on a en gros détruit la planète, hein, dans les récits de fiction, on la détruit cette planète. Et ce qui est intéressant, c'est pas qu'on la détruise, c'est pas que ces récits vont anticiper, hein, ce qu'on pense souvent de la science-fiction,
le futur, mais ils vont plutôt représenter les catastrophes en cours. Autrement dit, si le robot est une image qui nous renseigne quelque part sur la condition humaine, alors la catastrophe dans un récit de science-fiction, on peut penser à La Route de McCarthy, on peut penser à je sais pas, Le Monde aveugle de Galouille, on peut penser à 2012, enfin on voit tous ces films catastrophes ou ces romans catastrophes qu'on connaît souvent, un petit peu moins d'ailleurs. Ces catastrophes sont aussi des images. C'est aussi des images qui disent quelque chose d'autre qu'elles-mêmes. Hein, le robot dit autre chose que la machine, il dit l'homme. Ben, la catastrophe, elle dit autre chose que la catastrophe, elle dit l'homme. Et soudainement, tous ces récits vont essayer de proposer au lecteur ou au spectateur de décoder la métaphore, de la décrypter, hein, c'est-à-dire de comprendre ce qu'elle est en train de nous dire, pour comprendre que le récit vise non pas de nouveau le futur, mais vise d'avant-tout ce qui, dans notre quotidien, dans notre présent, est en train de détruire le monde. Que la catastrophe, si vous voulez, elle est déjà active. Elle n'est pas dans le futur. Si je prends des exemples peut-être les plus célèbres, si je prends ce film qui s'appelle Soylent Green, hein, des années 70, Soylent Green qui était traduit par Soleil Vert en français. Vous avez un monde extrêmement, alors voilà, il y a des effets de serre, il fait très chaud, surpeuplé. Dans ce monde-là, il y a tellement d'humains que les humains dorment un peu partout, c'est un monde un peu oppressant. Un des personnages doit en fait enquêter et il se rend compte que grâce à cette enquête, on découvre le monde, hein, on découvre ce qui se passe dans ce monde-là. Et dans ce monde-là, en l'occurrence, les êtres humains, comme il y a trop de monde sur Terre, reçoivent gratuitement des ressources pour manger, qui s'appelle le Soylent Green, qui est une sorte de tablette en soja, parce que la vraie traduction aurait dû être soja vert, des petites tablettes en soja qui sont gratuites et qui sont vertes. Et le personnage principal, incarné par Charlton Heston, va devoir, en fait, à l'aune d'une énigme, d'une enquête qui poursuit, qui n'a rien à voir avec le Soylent Green, se rend compte, en fait, que dans ce monde futuriste, le soleil vert qu'on offre gratuitement à la population est en fait composé de recyclage des 60 ans et plus. Parce que lorsque vous avez 60 ans, on vous amène dans un centre. En gros, on vous met des petites images sympathiques d'un monde qui n'existe plus. La 9e symphonie de Beethoven, forcément, il faut que ça soit un peu émouvant. Et puis après, on vous tue. Et puis, on vous digère dans une machine pour que vous finissiez en tablette. Ça serait bizarre d'interpréter ce film comme étant une vision futuriste de l'espèce humaine. Par contre, on comprend la catastrophe. La catastrophe est une métaphore. Et la métaphore, c'est ce qui est en train de détruire le monde. Ce n'est pas la surpopulation, ce n'est pas l'effet de serre ou la pollution. C'est que l'être humain se consomme lui-même ou consomme ses semblables. Que l'être humain est tombé dans une sorte de comportement consumériste où il mange tout, en fait. Et en même temps, il se mange lui-même. Hein, il se recycle lui-même. Et cette idée de l'être humain comme sa propre ressource, qui exploite tout le monde, plus lui-même, c'est la catastrophe centrale évoquée par Soylent Green. Donc vous voyez, on ne va pas utiliser le récit pour pointer des problématiques futuristes. Attention, la science-fiction n'est pas une mise en garde, mais elle va inventer des images plus ou moins heureuses, évidemment plus ou moins originales, qui va venir questionner ce que nous sommes devenus, ce que nous sommes aujourd'hui. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, c'est le troisième pan de mes recherches pas mal fréquenté depuis quelques années, je travaille beaucoup sur la question du numérique, c'est-à-dire comment est-ce que dans la science-fiction, on a connecté des humains à des ordinateurs. C'est depuis les années 80 essentiellement, avec des romans comme Neuromancien de William Gibson par exemple, qui vont être des sources d'inspiration pour des films comme Matrix 15 ans plus tard. Lorsqu'en 84, Gibson écrit Neuromancien, il se pose une question très simple, qui est une question qui est très actuelle en même temps. Il voit des enfants jouer à l'Atari 2600, donc je ne vais pas vous rappeler cette console de jeu avec 3 couleurs et 12 pixels. Et il se pose la question très simple, il se dit où sont ces enfants ? Il comprend que leur corps est dans le monde réel, évidemment, mais où est leur attention ? Hein ? Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, une des grandes problématiques qu'on a par rapport aux réseaux sociaux et au web, c'est de se poser la question de l'économie d'attention. Hein, on sait aujourd'hui que les grandes boîtes Twitter, Instagram, Facebook et autres, leur but, c'est que vous soyez attentif à ce qui se passe sur les réseaux. Plus vous passez de temps sur votre application, plus vous consommez de la pub ciblée et plus vous êtes content. Enfin, vous pas, mais les GAFAM, oui. Gibson comprend donc que ce monde numérique, c'est un monde qui va capter notre attention. Et il va le représenter dans sa fiction
en faisant en sorte que les gens vivent dans ce monde numérique. Ils deviennent des IA, des intelligences artificielles. Ils deviennent des sortes de logiciels, c'est ce qu'on a dans Matrix. Sauf que Gibson va un tout petit peu plus loin, il va de nouveau utiliser des métaphores pour comprendre que ces IA, ces intelligences artificielles humaines, qu'est-ce que c'est? C'est des humains sans corps. Et donc il comprend que la fuite dans le virtuel est une fuite du corps. Comme si l'être humain ne supportait pas son corps. Ce qui est intéressant, parce que ça rejoint certaines thèses anthropologiques, par exemple de David Le Breton, qui a écrit un livre très beau qui s'appelle L'adieu au corps, qui montre que malgré un surinvestissement du corps aujourd'hui, en même temps, il y a une sorte de haine du corps. Et donc le temps qu'on va passer sur les réseaux numériques, c'est un temps où notre corps est sollicité avec 1 ou 2 pouces, en l'occurrence, et c'est tout. Il est mis de côté, ce corps, et on vit que dans un monde simulé, auquel on sourit, on a tous souri à nos téléphones portables, c'est quand même un peu étrange. Et vous voyez, tout ça peut être représenté dans la fiction avec des films comme Her, par exemple, de Spike Jonze, avec des films comme Avatar même, qui nous montrent à quel point on peut devenir un avatar de jeu vidéo. Enfin bref, la science-fiction va, vous voyez, convoquer des images, énormément d'images, et puis ces images vont en fait, quelque part, non pas refléter notre condition humaine, mais mettre en scène une condition humaine de manière déformée, décalée. Alors on me dira, oui, mais pourquoi le faire de manière décalée? C'est la même chose que quand vous parlez de l'amour comme une flamme. Quand on parle de la flamme pour la passion amoureuse, on peut se dire, pourquoi utiliser une image? Mais parce que dans une image, il y a plein de nouvelles choses. Dans la flamme, vous avez la brûlure, vous avez la fascination, vous avez de se tenir à distance. Alors, vous avez beaucoup d'éléments qui permettent de comprendre l'expérience amoureuse dans le robot, dans la catastrophe climatique par exemple, ou dans l'IA. Vous avez beaucoup d'autres éléments qui permettent de comprendre ce qu'on est en train de venir. Et si, la prochaine fois que je prends le bus ou le train, je me rends compte en fait que tous ces gens, et moi y compris, peut-être que ce qu'on cherche à faire d'abord, c'est fuir l'altérité, fuir le corps, s'enfermer dans nos technococons, comme l'appelle Alain Damasio, qui est aussi un auteur de science-fiction. L'avantage de ces recherches, c'est qu'elles me permettent de diriger mon attention dans 2 directions différentes, au-delà des textes ou des films. D'une part, vers les sources de cet imaginaire, et on va remonter à l'utopie, c'est-à-dire cette idée de construire un monde meilleur, mais imaginaire, qui remonte au XVIe siècle, où on a construit des sociétés idéales, mais ces sociétés idéales, littéraires, étaient construites pour pointer les défaillances de notre monde à nous. Lorsqu'on lit l'utopie de Thomas More au XVIe siècle, on ne lit pas l'utopie sous une forme programmatique, on ne cherche pas à réaliser le monde parfait mis en place par Thomas More, on cherche avant tout à utiliser cet objet, cet outil, pour pointer les défaillances de notre quotidien. L'utopie n'est pas un projet, c'est une image, une métaphore, c'est une image de nos problématiques actuelles. D'accord ? Et puis la deuxième chose, c'est que, ou la deuxième direction de mes recherches, c'est qu'évidemment, je suis passablement sollicité au niveau médiatique ou même au niveau des entreprises, parce que ces sujets, robots, IA, catastrophes, elles font partie de notre quotidien, elles font partie de notre société. Lorsqu'il y a eu la pandémie de la Covid, l'année passée, je n'ai pas arrêté de parler avec les médias parce que ce qui les intéressait, c'était de savoir comment la science-fiction avait représenté ça et qu'est-ce qu'elle disait. Évidemment, elle ne parlait pas des virus, la science-fiction, elle s'en fiche, mais elle évoquait, elle utilisait le virus comme une métaphore d'autre chose, nous permettant de nous interroger sur ce que nous sommes devenus. Par exemple, notre volonté absolue d'évacuer la mort de notre champ mental, et puis d'autre part, de comprendre aussi que dans un monde globalisé, tout circule, pas que l'humain, pas que les marchandises, pas que les flux financiers, mais aussi évidemment les virus. Ce champ d'expertise de la science-fiction du XXe siècle me permet aujourd'hui de pouvoir intervenir dans passablement de domaines ou passablement de contextes différents, même beaucoup, la technologie pour les aînés, le numérique pour des cadres des sociétés, des services industriels qui passent au numérique, vraiment parce qu'on n'est pas dans la science-fiction n'est pas autre chose qu'une image décalée de notre présent, donc on n'est jamais dans la science-fiction, mais la science-fiction nous offre des manières de penser, de questionner et de ressentir notre monde, en particulier technologique. Et donc voilà, ça me fait faire plein de choses partout, ça diffuse ces recherches quelque part dans des sphères complètement éclectiques, ce qui est plutôt assez intéressant par rapport à ce que c'est que la recherche universitaire aujourd'hui. Ce n'est pas dédié à
un peu des happy few comme ça, des gens, un petit cénacle de gens intéressants, mais ça peut être touché, enfin ça peut toucher, ça peut interroger une sphère très très large. Et donc pour résumer là-dessus, je dirais que je travaille sur la manière dont l'être humain ou les créateurs ont narrativisé, raconté ce que nous sommes devenus dans un monde industriel, technologique et scientifique. Et grâce à ça, je peux comprendre d'une part pourquoi ou d'où ça vient, hein, c'est-à-dire ces origines utopiques de la science-fiction, cette espèce d'imaginaire humain qui a inventé d'autres mondes, grâce auxquels il pouvait mieux comprendre le sien. Hein. C'est comme si on devait faire une sorte d'image, on sort de soi, on se regarde grâce à la fiction, puis on revient vers soi. Hein, il y a vraiment un processus réflexif. Donc la science-fiction est une littérature réflexive et pas prospective. Et puis l'autre chose, c'est qu'en narrativisant la science et la technologie, hein, en la racontant, j'offre au lecteur ou au spectateur la capacité de se raconter autrement. Et vous le savez tous, se raconter autrement, on passe notre vie à le faire. Nos ruptures amoureuses, on les raconte autrement un jour après que 10 ans après. Et la capacité à changer notre manière de nous raconter, c'est la capacité à s'auto-évaluer, à se réfléchir, à s'inspecter, à se questionner, et donc, in fine, à avancer, à grandir, à mûrir. Donc j'essaie de voir un peu comment la science-fiction participe de ce processus assez complexe. Je raconte la science, la technologie, mais en fait je raconte l'humain, et j'offre aux lecteurs ou aux spectateurs la capacité de se raconter autrement, et pourquoi pas de se réinventer. Parmi les objets de recherche, ou plutôt j'ai la chance de pouvoir, à la Maison d'Ailleurs, avoir une sorte de bibliothèque gigantesque où on peut travailler sur à peu près tout ce qui touche à la science-fiction, à la culture populaire. Là, par exemple, on a une série de livres qui s'appelle Les Voyages imaginaires, qui est une sorte d'anthologie de voyages imaginaires qui ont été écrits qui ont été réunis au XVIIIe siècle par un monsieur Garnier. Et on a tous les volumes, les 39 volumes qui sont là. On retrouve des choses... Voilà, c'est tous les récits de voyages imaginaires qui ont été écrits depuis l'Antiquité. Donc, on va avoir du Lucien de Samosate, on va avoir de l'utopie. On a ici, par exemple, j'ai pris exprès le volume 13 parce qu'on a les États et empires de la Lune et du Soleil de Bergerac, hein, de Cyrano de Bergerac. C'est le texte qui n'est pas, c'est pas la pièce de théâtre d'Edmond Rostand. C'est vraiment le Cyrano de Bergerac qui écrit cette espèce de texte étrange où un individu... grâce à un dispositif technologique un peu étrange, peut s'envoler sur la Lune et sur le Soleil, où il y voit une sorte de monde autre dans la tradition de l'utopie. C'est une très belle édition qui est pas mal illustrée. Il y a pas mal de gravures, comme on peut le voir ici, qui montrent un peu cette espèce d'imaginaire exotique et en même temps d'un récit qu'on lit assis chez soi, quelque part. Hein. C'est vraiment tous ces voyages imaginaires, et ça fait partie de la source, une des sources d'influence de la science-fiction. On a plein de ces livres-là qui permettent de remonter à, non pas à ce qu'était la science-fiction au XVIIIe siècle, parce qu'elle n'existait pas, mais comment la science-fiction a pu émerger au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, d'un ensemble de traditions, l'utopie en particulier, et puis les voyages imaginaires de l'autre. C'est aussi en référence à cette édition-là que Hetzel, l'éditeur de Jules Verne, nomme sa collection Les Voyages extraordinaires, parce que cette fois-ci, il essaie de montrer qu'ils ne sont pas imaginaires, bien qu'ils le sont, mais qui pourrait avoir vraiment lieu grâce à la technologie et au progrès technologique. En fait, dans la science-fiction, apparaît dans les années 20 un nouveau format éditorial qu'on appelle le Pulp Magazine. Et le Pulp Magazine, en fait, on connaît le nom parce que ça fait penser au film Pulp Fiction. D'ailleurs, le film Pulp Fiction de Tarantino est un hommage à ces formats qu'on appelle les pulps. Et là, vous avez le premier pulp de science-fiction de 1926, qui en fait est fondé par un luxembourgeois qui s'appelle Hugo Gernsback, qui va proposer des histoires, c'est toujours des histoires feuilletons, c'est-à-dire en fait on achète les numéros suivants pour voir la suite, de Wells, Verne et Edgar Allan Poe. Ce qui est intéressant avec le pulp, c'est qu'on est vraiment sur un format typique de ce qu'on appelle la culture populaire ou les industries culturelles, c'est-à-dire c'est cheap, ça vaut pas cher, ça se garde pas normalement, hein, ça s'achète, ça se lit, ça se jette ou ça se passe plus loin. Mais c'est autour de ce type de format d'édition, de diffusion massive, qu'on a pu faire que beaucoup de gens s'intéressent à la science-fiction parce que ça coûtait pas cher. Et indépendamment, on va dire, de la qualité esthétique des textes, hein, de leur beauté, mais c'est plutôt une manière de les diffuser.
Et ça, c'est quelque chose qui va évidemment marquer tout le XXe siècle parce qu'on va commencer à avoir une culture qui n'est pas unique. On va avoir un tableau, un chef-d'œuvre, mais on va pouvoir avoir dans son kiosque le Amazing Stories numéro 1, qu'on va en fait après attendre le suivant, puis le 2, puis le 3, puis le 4. Et ce format de diffusion-là, c'est ça qu'on entend quand on parle de populaire. Ça ne veut pas dire que le contenu est mauvais, alors il n'est pas toujours bon, hein, mais ça veut surtout dire qu'il est destiné à se diffuser massivement. C'est populaire au sens de quelqu'un qui est populaire, hein, qui est connu par beaucoup de monde. Et c'est dans ce sens-là que la culture populaire est intéressante parce qu'elle est connue par beaucoup de monde, donc elle se dissémine dans les esprits, elle contamine notre imaginaire, et c'est pour ça que c'est aujourd'hui important d'en faire quelque chose, parce qu'elle a encore plus contaminé l'imaginaire des ados, des enfants d'aujourd'hui qui vivent dans ce monde-là. Par contre, ils n'ont pas forcément les clés pour le comprendre, ce monde-là. Cette collection de Pulp Magazine, on les a tous à la maison d'ailleurs. C'est la seule collection comme ça au monde. En fait, on a vraiment tous les pulps de science-fiction qui sont sortis. C'est une des plus grandes collections du musée, c'est peut-être la plus prestigieuse aussi. Mais c'est celle qui est, alors tout le paradoxe de la maison d'ailleurs est là, c'est celle qui est la plus cheap, quoi. En fait, tous ces trucs-là coûtaient 25 cents. Ça ne vaut rien. Mais ce qui vaut, c'est que quand on a les 7000 volumes, alors on a une trace entre 1920 et 1950 à peu près de cette émergence de la culture populaire. Donc ça, c'est les pulps. Et c'est rare. Un des pans de mon profil, c'est que j'ai pas mal de recherches que j'entreprends à l'université à travers les cours, à travers les publications scientifiques, les colloques, mais il y a aussi une partie que j'ai la chance de pouvoir mettre un peu en pratique à la Maison d'Ailleurs. C'est un musée à Yverdon-les-Bains qui est dédié à la science-fiction, à l'utopie et au voyage extraordinaire, donc plus généralement à la culture populaire. Et donc, une fois par année, on a une grosse exposition qui se monte. Et là, depuis l'année passée, fin d'année passée et jusqu'à la fin 2021, on a une exposition qui s'appelle « Je est un monstre ». Et en gros, ce qui est peut-être intéressant à voir, c'est que je suis intéressé par la figure du monstre. À nouveau, un petit peu dans cette idée d'une métaphore, d'une image, hein, le monstre qui nous parle de nous-mêmes et qui n'est pas, d'où le titre, hein, « Je est un monstre »,« Je suis un monstre », ou plutôt les monstres de la fiction sont des images de moi, des images de « je ». Mais je dois être capable de les décrypter pour comprendre ce qu'ils me disent. Autrement dit, je dois comprendre que le monstre n'est qu'un artifice, qu'une image qui a pour vocation de venir en fait pointer mes monstruosités à moi. Hein. Et donc autour de cette hypothèse de recherche, on va en fait construire une exposition sur 7 salles, un bâtiment entier, avec des artistes, avec un propos, avec des activités de médiation culturelle, des ateliers pour les jeunes et les moins jeunes, des soirées spéciales, des cycles de cinéma en collaboration avec l'université, des conférences aussi, enfin bref, la vie d'une instant culturel aujourd'hui. Et finalement, ce faisant, je vais faire passer, alors évidemment pour un tout autre public, dans un contexte complètement différent, un petit peu les préoccupations scientifiques que je peux avoir dans mes recherches à l'université. Et c'est ce qui fait que même si on n'a pas affaire à toute la recherche, on a un tout petit bout. Puis après, les catalogues, là on a un gros catalogue d'exposition qui a été par ailleurs coécrit par passablement de mes collègues en différentes sections de l'Université de Lausanne, permet aux gens intéressés d'aller plus loin, de creuser. Donc la Maison d'Ailleurs, c'est une exposition par année qui prend chaque fois un sujet relatif à la science-fiction ou plus généralement aux fictions distanciées, qu'elles soient des contes, qu'elles soient des contes de fées, que ce soit le cinéma, la bande dessinée, le jeu vidéo aussi. De trouver une perspective de regard. Hein. On regarde cet objet, ici c'est le monstre, de manière un peu spécifique, grâce à des artistes d'une part, grâce à du patrimoine d'autre part, et grâce surtout à un discours structurant qui va unifier les salles de l'exposition et qui va permettre aux visiteurs de comprendre ce qu'est ce monstre, qu'est-ce qui nous dit ce monstre, comment on peut le lire aussi. Un peu comme un roman de science-fiction, comment on peut le lire? Il me faut quelques outils. Il faut que je comprenne que ce que je vais regarder dans un roman de science-fiction, c'est pas le futur, c'est l'image décalée de notre présent. Dans l'expo de la Maison d'Ailleurs, je vais faire la même chose. Je vais imaginer que le visiteur doit se poser la question de « Tiens, j'ai l'habitude de voir des monstres au cinéma ou dans les séries TV, par exemple, mais je les consomme souvent, hein, ils me font peur ou pas peur, mais je les interroge peu. » C'est un type de travail assez scientifique, une exposition. Hein. Il faut imaginer un parcours qui va être composé d'œuvres, de patrimoine, qui va pas se... Il n'y aura pas des masses de textes non plus, parce que le visiteur ne va pas lire
des quantités astronomiques de texte dans l'exposition. Donc il faut trouver une sorte d'alliance assez subtile entre une déambulation, une contemplation et puis l'envie d'aller un peu plus loin. Dès février 2022, on lance une grosse exposition qui s'appellera Transformation au pluriel, qui va travailler sur les transformations qu'ont subies la culture populaire dès les années 40, en l'occurrence la question de la censure. On a réussi à trouver un patrimoine intéressant des bandes dessinées américaines qui sont censurées quand elles arrivent en France, où on va changer les cases, on va changer les textes, on va changer les formats parce que c'est sous l'occupation nazie par exemple. Et en même temps qui va se dédier parallèlement, donc la transformation, on va dire, des formats populaires, alors qu'on se dit, bon, c'est tellement cheap, pourquoi est-ce qu'il faut transformer ou censurer ça? Mais on l'a fait. Et puis en même temps, une réflexion anthropologique à partir de la vision des super-héros. Les super-héros aussi se transforment. Mais pourquoi ils se transforment? Parce qu'ils montrent comment nous transformons systématiquement quand on va adopter telle posture, tel masque, tel cap dans notre vie sociale. Et ça, c'est une exposition qui va commencer en février 2022 avec beaucoup d'artistes. Il y a entre 13 et 15 artistes qui seront invités. Un patrimoine exceptionnel. Le musée va complètement changer et ça sera une autre partie de mes recherches que je vais mettre en place, qui est la partie sur le comic book américain ou la bande dessinée américaine. Donc vous voyez, il y a un lien entre l'université et la Maison d'Ailleurs, un lien déjà d'amitié, il y a beaucoup de collaboration avec mes collègues, mais aussi un lien dans ces recherches où moi ce qui m'intéresse c'est de faire de la Maison d'Ailleurs le musée de la fiction et pas forcément de la science-fiction, un lieu où on peut réfléchir aux fonctions de la fiction. Et il s'avère que la thématique du lieu, c'est plutôt des fictions, comme la science-fiction, comme l'heroic fantasy ou comme de l'imaginaire, disons, contemporain. Voilà, ça c'est la Maison d'Ailleurs. Et puis la deuxième partie, on va changer de lieu, c'est par rapport au Numérique Games Festival, au festival, puisque mes recherches s'illustrent à la Maison d'Ailleurs, mais elles s'illustrent aussi dans quelque chose d'autre qui est un festival, mais on va changer d'endroit pour en parler. Bon, ici, on est dans la pièce la plus sombre du musée et ça tombe bien pour vous parler du Festival Numérique Games parce que je n'ai pas grand-chose à vous montrer dans le musée puisque le festival a lieu à la fin du mois d'août. Cette année, c'est du 27 au 29 août 2021. C'est un festival qui est d'ailleurs coproduit par l'Université de Lausanne. En 2015, j'avais envie de faire quelque chose qui permettait d'exploiter la culture numérique. C'est-à-dire, en fait, au musée, on travaille sur l'imaginaire contemporain ou du XXe siècle, ce qui est un champ immense. Mais j'avais assez envie de travailler plus spécifiquement autour de notre imaginaire contemporain qui est beaucoup influencé par le numérique. Et c'est pour ça que j'ai créé un festival qui s'appelle Numérique Games qui en fait est un festival open air. Donc en fait ça se passe à l'extérieur. J'aime bien cette idée que les gens déambulent avec leur bière ou leur coca à la main, viennent manger un hot dog. Un peu comme on vit dans un festival de musique parce que ça crée une autre ambiance, une autre atmosphère. On est décontracté un peu autrement que dans un forum fermé et ventilé. Et l'idée de ce festival, c'est de créer plein de perspectives différentes, un peu comme à la Maison d'Ailleurs où chaque salle ici vous avez un monstre différent. Dans le festival, c'est de mettre une cinquantaine d'activités différentes qui relèvent de plusieurs champs disciplinaires différents. Le but ultime étant de proposer ou de présenter au public qui vient au festival la diversité de la créativité numérique. On connaît le numérique parce qu'on a tous un téléphone portable, des ordinateurs portables, des télévisions, etc. Donc on sait que ça, on voit ce que c'est, mais on l'utilise de manière extrêmement standardisée. Sauf que beaucoup de gens aujourd'hui, artistes ou non, vont créer à partir du numérique. Et le but de Numérique Games, c'est de montrer en fait cette créativité. C'est pour ça que le titre fait écho non pas aux jeux vidéo, Video Games, mais aux Jeux Olympiques, Olympic Games. Je pensais que le K était suffisamment fort, mais voilà. Où le point commun des Jeux Olympiques, c'est le sport. Mais il n'y a pas beaucoup de lien entre les échecs et le football, disons. Par contre, c'est considéré comme du sport. Numérique Games, c'est ça, en disant il y a un point commun, c'est le numérique. Par contre, il y a plein de déclinaisons, des arts vivants, des arts de la scène, des performances artistiques, des ateliers pour enfants, des salles jeux vidéo, des soirées musicales électroniques, des performances artistiques sur bâtiments, bref, et j'en passe. Et donc, pendant 3 jours à Yverdon-les-Bains, on a un festival où les gens voient se décliner selon plusieurs modes, dans plusieurs contextes différents, dans plusieurs disciplines différentes, la créativité numérique du moment. Ils vont voir des spectacles, ils vont voir… Et ce qui m'intéressait, c'était aussi de travailler sur l'intergénérationnel. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous venez, en tant qu'enfant, vous allez pouvoir être intéressé évidemment par les ateliers pour enfants, famille et puis les jeux vidéo, mais vous pourrez aussi découvrir avec vos parents un orchestre symphonique ou un spectacle de théâtre ou un spectacle d'art vivant ou performance, disons, de la scène. Et vous n'aurez pas été forcément voir cette performance ou cette expérience tout seul.
Et inversement, vous êtes quelqu'un qui suivait l'orchestre symphonique, vous venez au festival pour voir leur représentation, puis vous allez découvrir un monde que vous connaissez peut-être peu, qui est le monde du jeu vidéo, la créativité suisse dans le jeu vidéo, vous allez découvrir les ateliers, les performances artistiques que vous ne connaissez pas. Donc c'est cette idée, en fait, à l'ère où on se déconnecte les uns des autres, enfin on se connecte à nos téléphones, et ce que nous dit la science-fiction, c'est plus vous êtes connecté à des réseaux informatiques, plus vous êtes déconnecté de vous-même et des autres. Ici, le but du festival, c'est reconnectons-nous ensemble. Je me reconnecte à moi, parce que pour moi, la créativité, elle m'aide à me reconnecter. Puis je me reconnecte à mes amis, ma famille ou autres, ou aux gens qui sont là, parce que justement, dans une ambiance festival, je suis en mode connexion. En fait, j'ai envie de partager des moments. Donc c'est un festival dédié à la connexion à l'ère du numérique. Et pour y arriver, il faut montrer la créativité. Alors ça, c'est le Numérique Games. Et ça a lieu toujours à la fin du mois d'août. On a un peu galéré pendant l'année Covid, mais on a fait des week-ends différents. Cette année, on peut relancer le festival en présentiel avec quelques restrictions, mais ça sera à la fin août, 27 au 29. C'est une bonne manière de découvrir que dans ce monde numérique, ce n'est pas que des choses aliénantes qui nous éloignent les uns des autres, mais il y a aussi énormément de créativité et donc forcément énormément d'humanité. Voilà, j'espère que d'avoir plongé dans mon univers pendant un petit moment, ça vous a plu. Au musée, Je est un monstre va jusqu'à la fin de l'année. Début 2022, l'exposition Transformation sur super-héros et censure dans la culture populaire. Le festival Numérique Games à la fin août, 27 au 29 août, à Yverdon-les-Bains, mais quelques week-ends qui ont lieu avant, dont un dédié à l'université à la fin du mois de juin. La plus simple, c'est d'aller voir sur le site web de Numérique Games pour avoir les informations. Ceux qui habiteraient en France, à Montpellier, jusqu'à la mi-juillet, il y a une exposition qui avait été montée à la Maison d'Ailleurs qui s'appelait « Je suis ton père », qui était dédiée à Star Wars et à la mythologie des cultures populaires, qui est visible à Pierre-Vive, qui est à la grande médiathèque de Montpellier. Et puis pour le reste, je me réjouis de vous recroiser, que ce soit au musée, que ce soit à l'université ou que ce soit ailleurs. Voilà, nous arrivons à la fin de cet événement. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je tiens à remercier chaleureusement Marc Atala pour nous avoir immergés dans ce monde de la science-fiction et d'avoir accepté de partager sa passion et de parler de ses recherches. Un grand merci à Mina Denuccio, réalisatrice de ce tournage, et un grand merci à vous, chers alumni, pour votre présence ce soir. Vous avez encore quelques minutes pour poser vos dernières questions sur le live chat, et moi, je prends congé de vous et vous dis à bientôt sur le réseau.